Chaque chemin suivi, sentier parmi les restes de maisons, grande rue dallée sous les colonnes luisantes, forum immense entre l'arc de triomphe et le temple sur une éminence, tout conduit au ravin qui borne de toutes parts Djémila, jeu de cartes ouvert sur un ciel sans limite. Et on se trouve là, concentré, mis en face des pierres et du silence. À mesure que le jour avance et que les montagnes grandissent en devenant violettes. Il faut beaucoup de temps pour aller à Djémila. Ce n'est pas une ville où l'on s'arrête et que l'on dépasse, elle ne mène nulle part et n'ouvre sur aucun pays. C'est un lieu d'où l'on revient. La ville morte est au terme d'une longue route en lacets qui semble la promettre à chacun de ses tournants et paraît d'autant plus longue. Elle se défend de toutes ces montagnes, de tout son ciel et de tout son silence contre l'admiration vulgaire, le pittoresque ou les jeux de l'espoir. Devant cette grandeur aride, nous avions erré toute la journée. Peu à peu, le vent, à peine senti au début de l'après-midi, semblait grandir avec les heures et remplir tout le paysage. Il soufflait depuis une trouée entre les montagnes, loin vers l'est, accourait du fond de l'horizon et venait se répandre en cascade parmi les pierres et le soleil. Sans arrêt, il sifflait avec force parmi les ruines, tournait dans un cercle de pierre et de terre, baignait les amas de blocs grêlés, enveloppait chaque colonne de son souffle et venait se répandre en longs cris incessants sur le forum qui s'ouvrait sur le ciel. Je me sentais claquer au vent comme une mâture creusée par le milieu, les yeux brûlés, les lèvres craquantes. Ma peau se desséchait jusqu'à ne plus être mienne. Par elle, auparavant, j'y déchiffrais l'écriture du monde. J'y lisais les signes de sa tendresse ou de sa colère selon qu'il la caressait de son souffle d'été ou la mordait de ses dents de givre. Mais si longuement frotté du vent, secoué depuis plus d'une heure, étourdi de résistance, je perdais conscience du dessin que traçait mon corps. Comme le galet verni par les marées, j'étais poli par le vent, usé jusqu'à l'âme. Ce bain violent de soleil et de vent épuisait toutes mes forces de vie. Bientôt, répandu aux quatre coins du monde, oublié, oublieux de moi-même, je suis ce vent. Et dans le vent, ces colonnes et cet arc, ces dalles qui sentent le chaud et ces montagnes pâles autour de la ville déserte. Et jamais je n'ai senti ici avant à la fois mon détachement de moi-même et ma présence au monde. Oui, je suis présent. Et ce qui me frappe en ce moment, c'est que je ne peux aller plus loin. Car pour un être vivant, prendre conscience de son présent, c'est ne plus rien attendre. S'il est des paysages qui sont des états d'âme, ce sont les plus vulgaires. Et je suivais tout le long de ce pays quelque chose qui n'était pas à moi, mais de lui, comme un goût de la mort qui nous était commun. Entre les colonnes, aux ombres maintenant obliques, les inquiétudes fondaient dans l'air comme des oiseaux blessés, et à la place, cette lucidité aride. L'inquiétude naît du cœur des vivants, mais le calme recouvrira ce cœur vivant. Voici toute ma clairvoyance. Peu de gens comprennent qu'il y a des refus qui n'ont rien à voir avec le renoncement. Que signifient ici les mots d'avenir, de mieux-être, de situation? Que signifient les progrès du cœur? Si je refuse obstinément tous les plus tard du monde, c'est qu'il s'agit tout aussi bien de ne pas renoncer à ma richesse présente. Il ne me plaît pas de croire que la mort ouvre sur une autre vie. Elle ne tire pas de chèque sur l'éternité. Elle est pour moi une porte fermée. Je ne dis pas que c'est un pas qu'il faut franchir, mais que c'est une aventure horrible et sale. Tout ce qu'on me propose s'efforce de détourner l'homme du poids de sa propre vie. J'ai trop de jeunesse en moi pour pouvoir parler de la mort. Mais il me semble que si je le devais, c'est ici que je trouverais le mot exact, qui dirait, entre l'horreur et le silence, la certitude consciente d'une mort sans espoir. On vit
avec quelques idées familières, 2 ou 3. Au hasard des mondes et des hommes rencontrés, on les polit, on les transforme. Il faut 10 ans pour avoir une idée bien à soi, dont on puisse parler. Oui, naturellement, c'est un peu décourageant. Mais l'homme, il gagne une certaine familiarité avec le beau visage du monde. Jusqu'à présent, il le voyait face à face. Il lui faut maintenant faire un pas de côté pour regarder son profil. Un être jeune regarde le monde face à face. Il n'a pas eu le temps de polir l'idée de mort ou de néant dont il a pourtant marché toute l'horreur. Ça doit être cela, la jeunesse. Ce dur tête-à-tête avec la mort. Cette peur physique de l'animal qui aime le soleil. Contrairement à ce qui se dit, à cet égard du moins, la jeunesse n'a pas d'illusion. Elle n'a eu ni le temps ni la piété de s'en construire. Et je ne sais pourquoi, devant ce paysage raviné, devant ce champ de pierre lugubre et solennel, Djémila, inhumaine dans la chute du soleil, devant cette mort de l'espoir et des couleurs, j'étais sûr qu'arrivés à la fin de leur vie, les hommes dignes de ce nom doivent retrouver ce tête-à-tête, renier les quelques idées qui furent les leurs et recouvrer cette innocence et cette vérité qui luit dans le regard des hommes antiques face à leur destin. Ils regagnent leur jeunesse, mais c'est en étreignant la mort. Rien de plus méprisable à cet égard que la maladie. C'est un remède contre la mort. Elle y prépare. Elle crée un apprentissage, dont le premier stade est l'attendrissement sur soi-même. Elle appuie l'homme dans son grand effort qui est de se dérober à la certitude de mourir tout entier. Et Djémila. Et je sens bien que le vrai progrès de la civilisation, celui auquel de temps en temps un homme s'attache, c'est de créer des morts conscientes. Ce qui m'étonne aussi toujours, alors que nous sommes si prompts à raffiner sur d'autres sujets, c'est la pauvreté de nos idées sur la mort. C'est bien ou c'est mal? J'en ai peur ou je l'appelle? Qu'ils disent. Mais cela prouve surtout que tout ce qui est simple nous dépasse. Qu'est-ce que le bleu? Et que penser du bleu? C'est la même difficulté pour la mort. De la mort et des couleurs, nous ne savons pas discuter. Le matérialisme le plus répugnant n'est pas celui qu'on croit, mais bien celui qui consiste à nous faire passer des idées mortes pour des réalités vivantes et détourner sur des mythes stériles l'attention obstinée et lucide que nous portons à ce qui doit en nous mourir pour toujours. Mais qu'est-ce que le bonheur? Sinon, le simple accord entre un être et l'existence qu'il mène. Et quel accord plus légitime peut unir un être à la vie, sinon la double conscience de son désir de durée et son destin de mort? On y apprend du moins de compter sur rien, et à considérer le présent comme la seule vérité qui nous soit offerte par surcroît. Bon, je me dis, je dois mourir. Mais non, non, cela ne veut rien dire. Puisque je n'arrive pas à le croire, que je ne puis avoir que l'expérience de la mort des autres. J'ai vu des gens mourir. Surtout, j'ai vu des chiens mourir. C'était de les toucher qui me bouleversait. Je pense alors fleurs, sourire, désir de femme. Et je comprends alors que toute mon horreur de mourir tient précisément dans ma jalousie de vivre. Oui, je suis jaloux de ceux qui vivront et pour qui fleurs et désirs de femme auront tout leur poids de chair et de sang. Je suis envieux parce que j'aime trop la vie pour ne pas être égoïste. Que m'importe l'éternité. L'immortalité de l'âme. Il est vrai, elle préoccupe beaucoup de bons esprits, mais c'est qu'ils refusent, avant d'en avoir épuisé toute la sève, la seule vérité qui leur soit donnée, et qui est le corps. Car le corps ne leur pose pas de problème. Ou du moins, ils connaissent l'unique solution qu'ils proposent. C'est une vérité qui doit pourrir. Et qui revêt par là une amertume et une grandeur qu'ils n'osent pas regarder en face. Les bons esprits lui préfèrent la poésie, car elle est affaire d'âme. Ici aussi, la vérité doit pourrir. Et quoi de plus légitime? Même si je la souhaite, qu'ai-je à faire d'une vérité qui ne doit pas pourrir? Elle n'est pas à ma mesure, et l'aimer serait un faux semblant, je ne veux pas de cela. Car s'il y a des jours où la nature ment, il y a aussi des jours où elle dit vrai.
Djémila dit vrai ce soir. Et avec quelle tristesse et insistante beauté. Pour moi, devant ce monde, je ne veux pas mentir ni qu'on me mente, je veux porter ma lucidité jusqu'au bout et regarder ma fin avec toute la profusion de ma jalousie et de mon horreur. C'est dans la mesure où je me sépare du monde que j'ai peur de la mort, dans la mesure où je m'attache au sort des hommes qui vivent, au lieu de contempler un ciel qui dure. Créer des morts conscientes, c'est diminuer la distance qui nous sépare du monde. Et entrer sans joie dans l'accomplissement, conscient des images exaltantes d'un monde à jamais perdu. Et le chant triste des collines de Djémila m'enfonce plus avant dans l'âme l'amertume de cet enseignement. J'entends bien qu'on me dit l'Italie, la Méditerranée, terres antiques où tout est à la mesure de l'homme. Mais où donc? Et qu'on me montre la voie. Laissez-moi ouvrir les yeux sur ce qui fait ma mesure et mon contentement. Ou plutôt si je vois Fiesole, Djémila et les ports dans le soleil. La mesure de l'homme, le silence et les pierres mortes. Tout le reste appartient à l'histoire. Vers le soir, nous gravissions les pentes qui mènent au village et, revenus sur nos pas, nous écoutions les explications. Ici se trouve la ville païenne. Ce quartier qui se pousse hors des terres, c'est celui des chrétiens. Plus tard... Oui, c'est vrai. Des hommes et des sociétés se sont succédés là. Des conquérants ont marqué ce pays avec leur civilisation de sous-officiers. Ils se faisaient une idée basse et ridicule de la grandeur et mesuraient celle de leur empire à la surface qu'ils couvraient. Le miracle, c'est que les ruines de leur civilisation soient la négation même de leur idéal, car cette ville squelette, vue de si haut dans le soir finissant, et dans les vols blancs des pigeons autour de l'arc de triomphe, n'inscrivait pas sur le ciel les signes de la conquête ni de l'ambition. Le monde finit toujours par vaincre l'histoire. Ce grand cri de pierre que Djémila jette entre les montagnes, le ciel et le silence, j'en sais bien toute la poésie. Lucidité, indifférence, le vrai signe du désespoir ou de la beauté. Le cœur se serre devant cette grandeur que nous quittons déjà. Djémila reste derrière nous avec l'eau triste de son ciel. Un chant d'oiseaux qui vient de l'autre côté du plateau. De brett et soudain ruissellement de chèvres au flanc des collines. Et dans le crépuscule, détendu et sonore, le visage vivant d'un dieu à cornes au fronton d'un autel. Depuis 5 jours que la pluie coulait sans trêve sur Alger, elle avait fini par mouiller la mer elle-même. Du haut d'un ciel qui semblait inépuisable, d'incessantes averses, visqueuses à force d'épaisseur, s'abattaient sur le golfe. Grise et molle comme une grande éponge, la mer se boursouflait dans la baie sans contour. Mais la surface des eaux elle-même semblait presque immobile sous la pluie fixe. De loin en loin seulement, un large et imperceptible mouvement
soulevait au-dessus de la mer une vapeur trouble qui venait aborder au port sous une ceinture de boulevards mouillés. La ville elle-même, tous ces murs blancs, ruisselants d'humidité, exhalaient une autre buée qui venait à la rencontre de la première. De quelque côté qu'on se tourna alors, il semblait qu'on respirât de l'eau. L'air enfin se buvait. Devant cette mer noyée, je marchais. J'attendais dans cet Alger de décembre, qui restait pour moi la ville des étés. J'avais fui la nuit d'Europe, l'hiver des visages. Mais la ville des étés elle-même semblait s'être vidée de ses rires. Elle ne m'offrait plus que des dos ronds et luisants. Vers le soir, dans les cafés violemment éclairés où je me réfugiais, je pouvais lire mon âge sur des visages que je reconnaissais sans pouvoir les nommer. Je savais seulement que ceux-là avaient été jeunes avec moi et qu'ils ne l'étaient plus. Je m'obstinais pourtant sans trop savoir ce que j'attendais. Sinon, peut-être le moment de retourner à Tipaza. Certes, c'est une grande folie et presque toujours châtiée que de revenir sur les lieux de sa jeunesse et de vouloir revivre à 40 ans ce qu'on a aimé ou dont on a fortement joui à 20. Mais j'étais averti de cette folie. Une première fois déjà, j'étais revenu à Tipaza, peu après ces années de guerre qui marquèrent pour moi la fin de la jeunesse. J'espérais, je crois, y retrouver une liberté que je ne pouvais oublier. 15 ans après, je retrouvais mes ruines. Elles étaient à présent entourées de barbelés, et on ne pouvait plus y pénétrer que par les seuils autorisés. Il était également interdit, pour des raisons que, paraît-il, la morale approuve, de s'y promener la nuit. Dans la journée, on y rencontrait un gardien assermenté. Par hasard, sans doute, ce matin-là, il pleuvait sur toute l'étendue des ruines. Désorienté, marchant dans cette campagne solitaire et mouillée, j'essayais au moins de retrouver en moi cette force jusqu'à présent fidèle qui m'aide à accepter ce qui est quand, une fois, j'ai reconnu que je ne pouvais le changer. Et je ne pouvais en effet remonter le cours du temps, redonner au monde le visage que j'avais aimé et qui avait disparu en un seul jour, longtemps auparavant. L'année de la guerre, je n'étais pas allé en Grèce. Le 2 septembre 1939, en effet, je devais m'embarquer pour refaire le périple d'Ulysse. À cette époque, même un jeune homme pauvre pouvait former le projet somptueux de traverser une mer à la rencontre de la lumière. Mais j'ai fait alors comme chacun. Je ne me suis pas embarqué comme je le devais. La guerre, en revanche, était venue jusqu'à nous. Puis elle avait fini par recouvrir la Grèce elle-même. J'ai pris ma place dans la ville qui piétinait devant la porte ouverte de l'enfer. Et au premier cri de l'innocence assassinée, nous sommes tous entrés l'un après l'autre. Et la porte a claqué derrière nous. Nous étions dans l'enfer. Nous n'en sommes plus jamais sortis. Depuis, nous essayons de nous en arranger. Dans cette Europe humide et noire, enfoncée malgré notre jeune sang dans la terrible vieillesse de ce dernier siècle, nous regrettons parfois l'herbe de tous les temps, la feuille de l'olivier que nous n'irons plus voir pour elle-même, et les raisins de la liberté. L'homme est partout,
par tous ces cris, sa douleur ou ses menaces, entre tant de créatures assemblées. Il n'y a plus de place pour les grillons. L'histoire est une terre stérile, où la bruyère ne pousse pas. Cette distance, toutes ces années qui séparaient pour moi les ruines chaudes des barbelés, je les retrouvais également en moi ce matin-là devant les sarcophages pleins d'eau noire, sous les tamaris détrempés. Élevé d'abord dans le spectacle de la beauté qui était ma seule richesse, j'avais donc commencé par la plénitude. Ensuite étaient venus les barbelés. Je veux dire les tyrannies, la guerre, les polices, le temps de la révolte. Il avait fallu se mettre en règle avec la nuit. La beauté du jour n'était plus qu'un souvenir. Et devant cette tipasa boueuse, le souvenir lui-même s'estompait. Il s'agissait bien là de la beauté, de plénitude, de jeunesse. Sous la lumière des incendies, le monde avait soudain montré ses rides et ses plaies, anciennes et nouvelles. Il avait vieilli d'un seul coup, et nous avec lui. Cet élan que j'étais venu chercher ici, je savais bien qu'il ne soulève que celui qui ne sait pas encore qu'il va s'élancer. Point d'amour sans un peu d'innocence. Mais où était l'innocence? Les empires s'écroulaient, les nations et les hommes se mordaient à la gorge. Nous avions la bouche souillée.